Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité, évidemment de la construction avec le volet du logement neuf, mais tout d'abord à date, 4 mois après la sortie du confinement, si l'on devait prendre une photo, où en est le bâtiment, le secteur du bâtiment aujourd'hui? Le secteur du bâtiment a largement repris la quasi-totalité de ses chantiers depuis la mi-juillet. Quelques chantiers restent encore à reprendre, mais beaucoup plus difficiles, tels ce qui se comprend, les hôpitaux, les maisons de retraite, en fait les secteurs habités, ou quelques particuliers qui n'osent pas encore ouvrir la porte à des entreprises, même locales. Donc voilà, on peut dire que le bâtiment a repris d'une façon exponentielle dès la mi-mai, sans plan bâtiment spécifique, donc a montré une grande force, de grande valeur, et ça, voilà, c'est à noter au niveau du bâtiment et du BTP en général. Donc un secteur qui a redémarré, vous sentez le dynamisme, y a-t-il cependant quelques zones d'incertitude? Oui, bien sûr, ben, comme vous le savez, on a repris, mais on a repris en mode dégradé, en mode ralenti, parce que le Covid nous a imposé une organisation, des fournitures spéciales Covid. Donc aujourd'hui encore, on peut dire que économiquement, et là je parle sur le plan économique, on perd de l'argent. Donc les surcoûts n'ont pas été partagés, c'est-à-dire les surcoûts Covid imposés aux entreprises du bâtiment n'ont pas été partagés avec la plupart des maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est un problème. L'État a dit qu'il nous avait compris, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Donc, d'où nos propositions fortes sur la relance, sur la reprise d'abord et la relance du bâtiment. Ça tombe bien, la lumière a été mise sur le bâtiment, sur la rénovation énergétique en particulier, mais l'activité du bâtiment, vous le savez bien, c'est 50% la rénovation, mais 50% du neuf. Et là-dessus, évidemment, aujourd'hui, il y a des incertitudes parce que malgré les quelques annonces ces jours-ci, le gros trou d'air et le gros trou dans la raquette est bien présent. Donc selon vous, en fait, Olivier Salleron, le plan de relance en tout cas ne va pas assez loin. Vous pensez aussi, et vous nous dites qu'en fait la rénovation c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Que faudrait-il et quelles sont vos propositions pour qu'il y ait justement un véritable redémarrage en tout cas de l'activité? Alors, d'abord, quand ça va bien, il faut le dire, hein, le gouvernement a mis le paquet sur le chômage partiel tout à fait au début pour qu'on puisse continuer à garder notre expertise et nos salariés. Ce que l'on va réussir à faire normalement, même en année 2020, même avec moins 15% de chiffre d'affaires, on va, je l'espère, par rapport aux chiffres, essayer de garder nos permanents dans l'entreprise, notre expertise, nos compétences. Donc ça, c'est la première des choses. Le report des charges, c'est une chose bien aussi, mais il faudra les rembourser au printemps prochain. Sur tout ce qui était prêt garanti par l'État, vous savez, pour nos trésoreries, a permis aussi à de nombreuses entreprises de passer les premiers mois de la crise, mais il faudra le rembourser l'année prochaine ou les années suivantes, donc ça, on est en négociation. Et le satisfecit, et là j'y arrive, c'est oui, la rénovation énergétique, très bien. Des choses qui, idéologiquement, étaient très difficiles à mettre en œuvre par ce gouvernement-là, l'ont été. Je parle de l'ensemble des foyers fiscaux qui ont été remis dans ma prime rénov'. Je parle des copropriétés qui sont rentrées dans ma prime rénov'. Je parle aussi des propriétaires bailleurs qui sont rentrés dans ma prime rénov'. Donc là, oui, il faut le dire. Donc ma prime rénov', là, ça pourra en fait concerner tout le monde. Et ça, vous dites vraiment, c'est acté, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Exactement. On allait aussi sur les maisons secondaires. Alors maisons secondaires, c'est pas un gros mot. En général, les maisons secondaires, c'est pas des châteaux, des manoirs à Deauville, Paris ou en Périgord. Hein. C'est souvent des petites maisons que l'on rénove tant qu'on est encore en activité. En général, les Français, comme tous les autres, peut-être qui habitent en ville, dans un appartement et qui préparent tout ça pour leur retraite, aujourd'hui, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et quand ils seront à la retraite, ils n'auront pas les moyens de le faire s'ils ne sont pas aidés. Donc, quelque part, les passoires thermiques sur ces logements-là perdureront. Donc ça, c'est une question qu'il faut expliquer. J'espère bien que durant la session parlementaire, on puisse les réintégrer. C'est aussi un combat, je veux dire, territorial, parce qu'elles sont où, ces petites maisons? Elles sont partout dans la France entière, dans la province aussi. Et donc, elles vont faire travailler qui? Les artisans du coin, les petites entreprises du coin. Donc, on parle de fracture territoriale et d'économie des centres bourgs et des villages. Là-dessus, si on veut agir, on peut être fort. Maintenant, notre gros combat, c'est le neuf. Vous le savez, c'est le neuf. Pendant plusieurs mois, il va falloir qu'on explique que la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est le neuf. Si jamais on n'a pas d'aide, si jamais on n'a pas de prolongation, par exemple, du Pinel,
qui doit être étendu après le 31-12-2021. C'est ce que nous demandons. Il faut avoir une visibilité sur plusieurs années. Donc ça, il y a urgence. Ça pour les investisseurs en fait qui permettent de construire aussi des logements. Donc c'est ça en fait, il y a à la fois le ralentissement des mises en chantier, on voit que là-dessus les permis de construire aussi qui sont en recul, la promotion privée qui a du mal à vendre et aussi parce qu'on a des prix de l'immobilier dans le neuf qui restent élevés. Et là vous dites notamment pour rebooster véritablement le secteur, il faudrait au moins 2 leviers importants. C'est le Pinel pour les investisseurs et c'est le prêt à taux zéro dans le neuf pour les primo-accédants. Ça, pour vous, c'est essentiel. Le Pinel qu'on appelle comme on veut après le 31 décembre 2021, c'est pas le problème. Le tout, c'est qu'il faut qu'il soit prolongé. Aujourd'hui, on sait qu'il s'arrête dans 16 mois. 16 mois, c'est pour un investisseur, pour un promoteur. Voilà, c'est comme si c'était ce soir, en fait. Donc, il faut lui montrer beaucoup plus d'avenir, un champ d'action beaucoup plus lointain. Ça, c'est primordial. Ensuite, ce que l'on demande précisément, c'est de remonter la quotité de 20% aujourd'hui à 40% du prêt à taux zéro. C'est quoi le prêt à taux zéro pour les primo-accédants? Eh bien, en fait, c'est le rapport. Donc, aujourd'hui, on voit le durcissement des conditions de prêt bancaire par les banques. On sait qu'on est à 33% du revenu du ménage, plus un délai de remboursement maximum de 25 ans. Aujourd'hui, depuis le Covid, on demande aux primo-accédants un apport beaucoup plus important. Ce qui veut dire que 40% des jeunes ménages, ou moins jeunes, des primo-accédants, qui avaient droit à un prêt l'année dernière, aujourd'hui sont coupés du prêt, c'est-à-dire qu'on ne leur accorde pas un prêt. Donc évidemment, ils ne vont pas construire. Donc tout ce qui est logement diffus est bloqué. Vous parlez de 25%, moi là-dessus je parle de 35 à 37% de mise en vente, de ventes non réalisées pendant cette période du Covid. Attention au trou d'air. Le trou d'air, aujourd'hui, on a du travail. On finit les logements collectifs, en diffus, etc., etc. En neuf, le trou d'air, il va avoir lieu quand? Avec le temps de latence, ça sera à l'hiver 2021, début 2022. Quand on explique ça à nos gouvernants politiques, je pense qu'ils voient un petit peu l'échéance électorale de début 2022. Et là, donc, il va falloir qu'on soit écouté. Donc vous nous dites effectivement, attention, maintenant ça redémarre, mais en fait le danger, si l'on ne fait rien, c'est pour 2021. Donc vous proposez notamment, vous demandez que peut-être que les banques soient moins sélectives dans l'octroi des prêts immobiliers. Si les taux d'intérêt sont bas, on est à 1,25% en moyenne toute durée confondue, ce qui soutient littéralement le marché. D'un autre côté, les banques sont plus sélectives et donc qui sont les premiers impactés? Ce sont souvent les primo-accédants. Mais là-dessus, le gouvernement et certains disent oui, mais ce sont finalement des règles prudentielles. Ce sont simplement des règles prudentielles dans un moment où aussi c'est difficile. On ne veut pas se retrouver avec des gens ou des ménages qui soient plus tard surendettés. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Le problème, c'est qu'on bloque l'ensemble de l'économie. Vous le savez, on a assez insisté pour que le bâtiment et le BTP en général reprennent d'une façon très très vite. Nous, depuis le mois de mars, c'est toutes les semaines qu'on a des coups de fil de partout, des gens, surtout du gouvernement, en disant « alors que faites-vous? Vous en êtes où? Vous en êtes où ?» On sait très bien, vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que si jamais on ne redémarre pas, si jamais on a un trou d'air, nous, le deuxième employeur de France, le BTP, c'est quand même, il faut le rappeler, 2 millions d'actifs. 2 millions d'actifs, BTP confondus, 1 500 000 à peu près de salariés, plus évidemment les chefs d'entreprise et les unipersonnels. Donc c'est un gros secteur de main-d'œuvre, gros pourvoyeur d'emplois. Donc si ça va bien, on peut employer des dizaines de milliers de salariés, et moi je le dis tous les jours, en tout cas les maintenir cette année, employer 60 000 ou 70 000 apprentis dès l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi très important. C'est la jeunesse, c'est l'espoir. Dans le cas contraire, si jamais on subit les foudres du Covid et si on n'est pas aidé par un plan de relance massif, eh bien justement, ça sera 100 000, 150 000, 200 000 salariés en danger en fin d'année prochaine. J'ai déjà prévenu au mois de juin le gouvernement là-dessus, sur les mesures. Oui, les mesures de relance sont plutôt bonnes, sont plutôt très bonnes au niveau de la rénovation énergétique, qui correspond à 50% de notre activité. Mais attention, n'oublions pas le reste. Alors, on n'est pas des pleureurs, on a montré notre dynamisme et nos valeurs dans le bâtiment, de reprise, de travail, de solidarité. Nos salariés ont été formidables
pendant cette période. Hein. Zéro cluster sur les chantiers du bâtiment au niveau du Covid, de la pandémie ne s'est pas développé, alors qu'on a travaillé. Donc, ils ont été formidablement disciplinés. Les chefs d'entreprise aussi ont bien répandu la parole de la sécurité grâce à notre guide de l'OPPBTP, notre guide de précaution depuis le 2 avril. Donc ça, il faut le dire. L'esprit d'équipe, l'esprit de travail a été formidable. Aujourd'hui, c'est pas qu'on veuille être récompensé, mais certains secteurs touchés comme nous ont reçu des plans massifs d'aide. Nous, aujourd'hui, oui, on va bénéficier de 7% du plan de relance sur 100 milliards. On parle de 7 milliards pour le BTP. Je dirais que 7%, c'est juste le poids économique du bâtiment en France. Hein. Donc, quelque part, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est mérité. L'un des freins à l'accès au logement neuf, c'est le prix. Le prix de l'immobilier neuf, qui est très élevé en France, on est au-delà des 5 000 € du mètre carré, notamment en Île-de-France. Quelles sont les pistes de réflexion pour vous, Olivier Saleron? Est-ce qu'on peut, en France, produire du logement neuf moins cher? Alors, le prix de la construction, en fait, oui, alors ça dépend de quoi on parle. Le foncier aujourd'hui est très cher, donc il influe énormément sur le coût de la construction. Aujourd'hui, les logements classiques, les maisons classiques, quand on regarde le prix de la construction, il n'a pas énormément augmenté depuis des années. Le foncier, oui. Donc ça, c'est vraiment un problème. Je vois l'avenir aussi. Quand on parle de non-artificialisation des sols, c'est des calculs encore plus complexes. Où va-t-on construire? Va-t-il falloir déconstruire pour reconstruire? Va-t-il falloir dépolluer des sols? Va-t-il falloir réutiliser des friches qui ont déjà donc été utilisées? Va-t-il falloir raser certaines zones commerciales qui aujourd'hui ne sont plus attractives? C'est dans l'air du temps, évidemment. Donc tout ça, ça va complexifier l'affaire. Oui, ce risque est présent. Hein, et construire durable, construire écologique, c'est ce qu'on nous demande. Je pense que dans les constructions futures, il y a la RE 2020, plus... Donc c'est possible de construire moins cher, il n'y aura pas un empilement de nouvelles normes aussi qui vont ralentir cette possibilité. Il faut faire attention aussi, si on nous impose certains matériaux biosourcés, on parle du bois évidemment, qui est aujourd'hui à propos, puisqu'on a de belles réalisations même en collectif au niveau du bois, et on parle de certaines maisons en chambre, etc. C'est bien beau de parler comme ça, mais en face de l'écologie, il faut raisonner en économie. Donc il y a beaucoup de slogans à la sortie des urnes, de certains maires de grandes agglomérations. Notamment le nouveau maire de Bordeaux qui avait annoncé qu'il voulait stopper un petit peu les permis de construire. Il fallait absolument tout revoir à zéro. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais bien la région, issue du sud-ouest, donc Bordeaux, j'ai pratiqué. Oui, peut-être que, si vous voulez, les constructions depuis 10-15 ans ont impressionné, en fait, impressionné la population. Et on voit que derrière, les infrastructures routières n'ont pas forcément suivi. Donc là aussi, il fallait, je prêche pour aussi les travaux publics, il fallait aussi aménager le territoire, sachant qu'un afflux de population, une attractivité d'une ville comme Bordeaux, mais ça peut être demain une autre ville du reste de la France, oui, il y a eu beaucoup de construction, mais il a bien fallu loger les gens. Et quand on voit la population de Bordeaux dans les conditions qu'elle était logée non seulement au centre-ville, mais aussi dans les banlieues. Il y avait des banlieues où on n'allait plus, où vraiment la mixité sociale n'avait pas du tout réussi, et où les gens étaient logés d'une façon déplorable. Plus, donc, les nouvelles familles monoparentales, les parents seuls avec enfants, qui évidemment cherchaient des logements dignes. Donc oui, il y a eu un afflux de logements à Bordeaux, tant mieux, parce que les gens aujourd'hui sont plus ou moins, sont très bien logés. Et donc là-dessus, voilà. Donc c'est très impressionnant, ces slogans sortis des urnes, c'est toujours quelque chose de politique. Oui, le maire de Bordeaux, je ne le connais pas personnellement, je sais que ça fait une quinzaine d'années, peut-être plus, qu'il milite pour un verdissement de la ville de Bordeaux et de ses alentours. Oui, mais attention, c'est pas au détriment des gens modestes, parce que c'est les gens modestes qui sont mal logés. Il ne faut pas l'oublier. Les gens qui ont un peu plus les moyens, eux, ils vont à quelques dizaines de kilomètres plus loin se loger. Là, on agit sur l'économie, sur le sociétal et le social. Et là-dessus, c'est très dangereux, parce que ceux qui vont prendre ça en pleine figure, les mal logés, c'est souvent des gens modestes.
Très bien. En conclusion, Olivier Salleron, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professionnels du bâtiment? Bien, écoutez, depuis plusieurs semaines, ils sont pleins d'espoir, hein. Je vous le disais tout à l'heure qu'ils font le dos rond, ils sont sureffectifs. On perd encore de l'argent parce que les contraintes Covid nous font perdre encore de l'argent. Vous savez que la marge moyenne est aux alentours de 2% dans le bâtiment. Aujourd'hui, on peut dire qu'on flirte sur le zéro parce qu'on a des conditions exceptionnelles à appliquer. Mais oui, on a du dynamisme, oui, on a de la volonté, on a de l'optimisme parce que on a été écouté sur tout un pan de rénovation énergétique. Oui, je le pense, tous, la grande famille du bâtiment. Et là, j'en appelle pas qu'au bâtiment, pas qu'aux organisations du bâtiment, mais les TP, les promoteurs, tous les gens qui gravitent autour du bâtiment, la grande famille du bâtiment. Oui, il faut qu'on fasse des actions très précises sur le neuf, parce que là-dessus, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore tout à fait écouté. On nous repousse les mesures. Attention, le trou d'air, le trou économique, c'est aujourd'hui l'hiver prochain, et là-dessus, il faut agir. Donc, au plus haut niveau, je sais qu'on est très écouté par la ministre du Logement, tant mieux. Il faut qu'elle ait de la puissance, il faut qu'elle ait du pouvoir pour convaincre le ministère de l'économie, le Premier ministre, et au final l'Élysée, parce que le logement, oui, le logement c'est du sociétal, c'est du social, c'est ce qui permet d'accueillir et de loger dignement tous nos concitoyens. Je veux dire, après manger, se loger, hein, c'est la chose primaire que tout être humain veut réussir dans sa vie, et aujourd'hui, on est capable de le faire. Donc oui, on a, et vous pouvez compter sur nous et sur la Fédération du bâtiment pour en avoir, être fort de propositions et justement entraîner, comme doit se faire, tout le reste de l'économie par le bâtiment. Olivier Salleron, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.